Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil, le journal de la rédaction. Au cours du prochain quart d'heure, portrait de la nouvelle Miss Yveline, originaire de Guyancourt. En sport, les Templiers qui réalisent une excellente entrée en matière en Coupe d'Europe. C'est du foot US. Et puis l'invitée de ce soir, Karine McGrath. Elle est la responsable des archives au château de Versailles. Le château qui présente actuellement une série sur Internet autour de la Grande Guerre. Nous en parlerons dans quelques instants. Pâques, la fête la plus importante de la chrétienté, mais aussi moment ô combien important pour les amateurs de chocolat. Les Français en consomment en moyenne plus de 6,5 kg par an. Selon le syndicat du chocolat, 5% des ventes se déroulent pendant ce fameux week-end prolongé de fin avril. Seulement, les Français ne sont pas les seuls à apprécier le chocolat. L'attrait des pays émergents pour ses douceurs menace d'ailleurs la production. Yolène Torres. Chaque année, les clients sont au rendez-vous. Pâques et ses fameux chocolats. Dans cette boutique de Versailles, les vendeurs s'activent. 215 grammes, est-ce que ça vous va? Très bien. Alors, 21,44. Je voudrais Une vingtaine d'euros pour certains, un peu plus pour d'autres, à chacun son budget. Pour les chocolats de Pâques, 50 à 70 euros. Je ne dépasse pas les 10 euros. Voilà, c'est pour la décoration de la table. Un budget que ces consommateurs devront peut-être bientôt revoir à la baisse. De plus en plus prisé à travers le monde, à long terme, le cacao viendrait à manquer. Le chocolat deviendra-t-il un produit de luxe ? La demande est beaucoup plus importante qu'elle l'était auparavant. Et si, comme ça le devient, la Chine, l'Inde commence à manger du chocolat, là le problème se posera. Il n'y aura pas assez de cacao de produits. Résultat, les cours du cacao flambent et cette hausse pourrait être répercutée sur les prix du chocolat à la vente. Certains Versaillais affirment en faire déjà les frais, mais la gourmandise est plus forte. Je me fais quand même une raison, je me prive sur d'autres choses, mais pas sur le chocolat. Non, je diminue pas, mais comme je ne suis pas une grosse quantité, on peut encore faire face. Mais après les impôts, on va voir, c'est pas sûr. À Versailles, dans l'ensemble, les gens semblent très attachés à la tradition et continuent à acheter toujours autant de chocolat de Pâques. La gérante observe toutefois un changement de consommation. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens se faisaient plaisir d'une façon très importante à Noël et à Pâques pour leur famille ou leurs amis. Et maintenant, les gens consomment plus particulièrement pour eux, pour offrir aussi, mais pour eux un peu tout au long de l'année. Donc ça reste moins saisonnier. Ça devient moins saisonnier au niveau de la vente qu'il y a 20 ans ou 10 ans même. Même si elles sont 2 fois moindres que celles de Noël, les ventes de Pâques auraient pesé en 2013 plus de 15 000 tonnes en France. À noter que 5 pays produisent les 3/4 du cacao, le Cameroun, le Ghana, l'Indonésie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui détient à elle seule 40% du marché mondial. On reste à Versailles, mais on ne va pas parler de chocolat, on va parler histoire. L'invité de ce 22 avril, c'est Karine McGrath. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la chef du service des archives au château de Versailles. Venue ce soir nous parler des richesses sur lesquelles vous veillez, mais aussi la manière de les mettre en valeur, comme cette web-série sur la Grande Guerre. 4 mini-films composés d'archives inédites, diffusés chaque semaine quasiment, jusqu'à la fin du mois de juin, en tout cas sur Internet, qui retracent la vie au château de 1914 à 1918. Premier épisode déjà disponible et gratuitement bien sûr sur votre site internet depuis le début du mois. Pourquoi le choix de cette web série, déjà de ce format-là qui est assez rare? Alors ça s'inscrit dans une politique d'ensemble du château qui produit des reportages réguliers sur l'histoire du château ou les restaurations qui ont cours au château. Alors, sur la web série, on voit quelques images justement. De quel type d'archives vous disposez? Il n'y a pas uniquement des archives du château qui ont été utilisées? Non, tout à fait. C'est un partenariat avec la Bibliothèque nationale qui dispose d'un fonds photographique très important. Et puis également des photographies qui sont prises dans les agences de presse ou également le ministère de la Défense, l'armée. Il y a toute une mise en scène, hein. C'est très forcément intéressant. On rentre tout de suite dans le sujet. C'est un format très court, donc forcément on regarde du début à la fin d'une traite. On parle beaucoup, forcément, quand on parle d'histoire, de la signature dans la Galerie des Glaces du traité de la paix, le traité de Versailles, le 28 juin 1919. Mais qu'apprend-on? Qu'est-ce qu'on a encore à découvrir sur la vie au château entre 1914 et 1918? La vie a continué au château.
Alors la vie a continué et nous apprenons des choses tout à fait nouvelles, puisqu'en fait c'est une histoire qui n'a pas intéressé jusqu'à présent. Il fallait attendre le centenaire pour pouvoir s'intéresser à ce qui s'est passé à Versailles pendant la Première Guerre mondiale. Et donc par exemple des tranchées qui ont été faites dans le parc, ou un parc de ravitaillement, des bêtes à cornes qui étaient disposées, qui étaient installées jusqu'au Grand Canal. Donc ce sont des visages de Versailles qui sont tout à fait inédits et exceptionnels. Le château était fermé au public. On a surtout voulu aussi préserver les œuvres, voire même les cacher, en imaginant éventuellement le pire. Alors le musée a été fermé temporairement. Il a réouvert dès l'année 1915, lorsque le front s'est stabilisé à l'est de la France. Et il était ouvert néanmoins partiellement, donc on avait accès qu'à certaines salles du musée. Et on a effectivement protégé les œuvres au début et à la fin de la guerre. Ça donne lieu à des images qui sont vraiment surprenantes. Par exemple, les sculptures du parc qui sont sous des abris faits de plâtre et de bois. Ces documents, vous les avez retrouvés il y a longtemps. Ils étaient où jusqu'à présent? Ils étaient stockés, juste uniquement accessibles pour les chercheurs? Alors ces documents étaient, pour ce qui concerne nos archives, ils sont restés au château. Et ils étaient jusqu'il y a une dizaine d'années dans les services qui les avaient produits. Donc en fait, les fonctionnaires confiaient leurs archives aux successeurs. Et on a créé un service d'archives qui maintenant centralise tous ces documents et assure la conservation. Et également l'ouverture au public, effectivement. On laisse un peu cette web-série juste de côté pour voir quels sont les types de documents dont vous disposez aux archives. C'est très riche, il y a beaucoup de choses. Alors c'est très riche, il y a un certain volume déjà. On conserve 2,5 km d'archives, si on met bout à bout toutes les boîtes et tous les... C'est conservé au château? C'est conservé à la Grande Écurie et bientôt au Grand Commun, donc, où tous les services sont rassemblés. On dispose de trésors effectivement sur l'histoire du 19e et du 20e siècle. Quel type de documents? Alors à la fois des plans d'architecture qui montrent par exemple les aménagements de Louis-Philippe qui a transformé le palais en musée. Donc ce sont des documents vraiment exceptionnels et qui ont une valeur historique et patrimoniale de premier ordre. Et puis des fonds photographiques par exemple aussi qui sont très, très, très beaux et très riches. Tous les documents ont été exploités déjà, ou il y a encore des choses à découvrir, à analyser? Alors il y a des choses encore à découvrir et ça nous arrive encore... de temps en temps, de trouver des pépites. Alors justement, combien de personnes travaillent et comment vous travaillez? Quelle est la journée type d'un chercheur, d'un archiviste, en tout cas votre travail peut-être aussi au quotidien? Alors nous formons une équipe de 4 personnes. Le travail est très varié puisqu'en fait cela va depuis la collecte des archives, puisqu'on a à la fois des fonds historiques et également on est amené à conserver les archives actuelles et également les archives informatiques par exemple. Parce qu'on produit encore forcément chaque jour de nouvelles archives pour plus tard. Bien sûr, les archives de demain sont produites aujourd'hui, donc il faut les prendre en compte dès maintenant. Et puis la journée type, c'est très variable vraiment, et on est amené à recevoir des chercheurs ou les services de l'établissement aussi du château qui ont besoin des archives pour leurs activités. Ponctuellement, le public aussi peut y accéder autrement que par les publications que vous pouvez faire, comme la web-série dont on parlait tout à l'heure? Alors les archives sont, dans la mesure où le château produit des archives publiques, elles sont ouvertes à tout citoyen qui en fait la demande, au même titre que les archives municipales ou départementales. Cependant, il faut tout de même avoir un peu une expérience de la recherche et puis avoir un sujet évidemment qui justifie de venir. Mais sinon, on accueille également des petits groupes, par exemple ceux qui ont une carte d'abonnement pour visiter le château, viennent de temps en temps pour une petite explication autour de documents et un voyage dans l'histoire de Versailles. Prochain chantier, après la Grande Guerre, il y a encore les 3 épisodes de la web-série à produire d'ici la fin du mois de juin. Mais les prochains chantiers? Écoutez, on verra. Là, vraiment, on travaille sur du moyen terme et avec cette guerre qu'on essaye un petit peu de mettre en valeur, et puis de faire connaître. À l'occasion du centenaire, évidemment, de cette Grande Guerre 14-18, cette web-série qui est diffusée gratuitement sur le site internet du château de Versailles. Le premier épisode qui est déjà en ligne depuis le début du mois. Ils le seront régulièrement jusqu'au 28 juin, a priori, date donc commémorative de la signature du traité de paix à Versailles. Merci encore d'être venu nous parler de cette initiative en plateau.
Flora Coquerel, Miss France 2014, était présente ce week-end d'un tout autre sujet à présent lors de l'élection de Miss Yvelines. C'était au centre commercial à Plaisir et c'est Mégane Mendy, une Guyancourtoise, qui a récupéré la précieuse écharpe donc de Miss Yvelines. Elle va représenter le département au concours de Miss Île-de-France, étape incontournable avant d'espérer pourquoi pas monter sur le podium national. Claire Cambier. Le temps d'une après-midi, la galerie commerciale de Plaisir s'est transformée en podium. Ces jeunes filles qui défilent tentent de décrocher le titre de Miss Yvelines, une première étape vers le titre de Miss France. Au programme, 2 passages pour tenter de convaincre le jury, le premier en tenue de soirée. Dans le public, des sourires francs et des yeux qui pétillent, c'est ça l'effet Miss France. Parmi les candidates, Mégane, 20 ans, deuxième dauphine Île-de-France l'année dernière, retente sa chance aujourd'hui pour aller encore plus loin. Mais sa première expérience ne lui a pas retiré toute appréhension. Un petit peu stressée, un peu soulagée aussi, mais un peu stressée des résultats. Mais je suis contente de l'avoir fait et même si j'ai pas gagné, ça restera une bonne expérience, donc je suis contente. Parmi les critères de sélection, les 2 défilés bien sûr, après la tenue de soirée, le maillot de bain, mais aussi la présentation orale, le visage et la tenue générale. Et la concurrence est rude, chaque année le nombre de candidats grossit. On a la chance en Île-de-France de regrouper 8 départements, donc l'appel à candidature est beaucoup plus fourni évidemment. Et aujourd'hui on a compté environ 230 candidatures pour l'Île-de-France, donc c'est énorme. En marraine de l'événement, la Miss Île-de-France 2013 est bien sûr l'actuelle Miss France, chargée d'épauler les candidates. Oui, ça rappelle toujours des souvenirs parce que voir les candidates, voir le show, le stress qui monte et voir se dire est-ce que ça va marcher ou pas, avoir des discours un petit peu bégayés, ne pas savoir quoi dire, c'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs à toutes parce que on passe toutes par là et on commence toutes par là et peut-être que la future Miss France est parmi elles, on ne sait pas, on verra. Mégane Mendy décroche finalement le titre de Miss Yvelines et avec lui sa place pour l'élection de Miss Île-de-France en septembre prochain. On passe au sport. 4 ans après leur dernière participation, les Templiers d'Elancourt retrouvaient la Coupe d'Europe de football américain pour ce premier match de poule. Un adversaire de poids, le quintuple champion du Royaume-Uni, les Blitz de Londres. Mais à l'arrivée, une excellente, c'est le cas de le dire, vous allez le voir, surprise pour les locaux. Anthony Reich. Ils l'avaient annoncé en début de saison, les Templiers veulent tout gagner cette année et un titre européen passé par une victoire face aux Blitz de Londres. Compact, Elancourt débloque rapidement le compteur, 3-0 après ce coup de pied de Cyril Gérard. Et voilà, les premiers points. Mais la défense se fait surprendre quelques minutes plus tard sur cette passe de Joe Thompson pour Charlie Joseph. Attention, Ben Thompson. C'est superbe. Touchdown, le premier touchdown. Magnifique. Et là, il y a un gros problème d'assignation. Yep. Voilà. Le quarterback est resté très calme dans sa poche. Il a vu que ça arrivait, mais il a attendu. Si les Templiers réagissent par Jérémy Larocque et mènent 10-7, dans ce premier acte, ils semblent paralysés par l'enjeu. En face, le jeu londonien est varié et bien en place. Rien ne semble pouvoir enrayer la machine orchestrée par Joe Thompson. Et alors qu'il reste 5 secondes de jeu dans cette première période, les Blitz frappent à nouveau. Attention, Thompson qui va Allez, être à la baguette, c'est parti. De toute façon, il va jouer le non-but sur le 10. Oh, belle défense. Oh là 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 là, touchdown. Touchdown. Eh oui. Aïe, 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 il a réussi à la récupérer. Superbe touchdown. C'est magnifique. On pouvait s'y attendre qu'il allait jouer sur le 10. L'homme à tout faire de cette équipe, Jack Daly, permet aux Londoniens de mener 14-10 à la pause. On s'est mis nous-mêmes dedans, on a fait des fautes en attaque au début, on a essayé de la commencer très doucement, lentement et de monter mais c'est pas le jeu qu'il fallait. Donc on doit tout de suite installer notre force. On a sorti nos receveurs, ce qui est vraiment la force templier. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Emmanuel Charest semblent transformés et ces receveurs supersoniques vont sortir du bois, à commencer par Anthony Couvin. Sur cette passe courte de Sean Shelton, l'international français va flirter avec la touche sur 40 yards. Les défenseurs londoniens ne verront que ses crampons. Il est passé, c'est magnifique. il est passé, il a accéléré, terminé, et voilà. Ça c'est Anthony, magnifique. Voilà. Les Templiers repassent devant 17-14. Au Royaume-Uni, le championnat élite n'a pas encore débuté et cela se voit au fil des minutes. Physiquement, le blitz sombre, les Londoniens laissent des boulevards aux receveurs et l'encourtois. Il n'en fallait pas plus pour la mobilette Anthony Couvin. Showtime va justifier son surnom à 3 reprises et inscrire un quadruplé. À lui seul,
Ils terrassent le blitz et permettent aux Templiers de rester invaincus à domicile en phase de poule européenne. Et pour finir le travail, son compère Jérémy Larocque réceptionnera une dernière passe de Sean Shelton. C'était l'objectif, j'avais dit c'est non seulement la victoire, mais surtout une victoire large, puisque dans cette formule, il y a des adversaires qu'on ne rencontre pas, ça va se jouer au goal average, donc il faut absolument qu'on gagne les matchs, mais avec des gros écarts. Les Templiers s'imposent finalement 51-14. Ils assomment le quintuple champion du Royaume-Uni et surtout envoient un message clair à toute l'Europe du foot US. Une dernière information avant de se quitter. Importante opération de nettoyage de la colline d'Elancourt, anciennement colline de la Revanche, est prévue le 23 mai prochain de 13h à 17h, organisée par les services de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et les étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement. Les étudiants qui recherchent d'ores et déjà des bénévoles pour les aider. Inscription sur le site internet de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment le consulter sur notre site internet. Excellente soirée et à demain, mercredi, pour une nouvelle édition.